merci à vous, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous sommes reconnaissants pour l'intérêt que vous manifestez, montrez par rapport à cette émission. Chaque jour que nous faisons cette émission ici, sur sa télévision, canal, studio satellitaire, les reflets de tout un peuple, vous êtes connectés. Et dans nos réseaux sociaux également, dans les réseaux sociaux, vous êtes en train de réagir d'une manière positive. Vous étiez très nombreux à demander une fois de plus que nous puissions inviter pour vous M. Manix Iyenda, lui qui est député de la rue. Vous avez dit, c'est votre réserve. Nous l'avons encore invité parce que vous, le peuple, vous nous avez exigé. Il est ici avec nous, M. Manix Iyenda, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Merci beaucoup pour cette invitation. Je profite à l'occasion de saluer l'estimé peuple qui nous suit à travers ces débats, qui sera un débat républicain, un débat de la haute facture, un débat de haute portée, comme je ne cesse de le dire, un débat de l'altérité, un débat où nous pouvons être en accord avec nos désaccords, c'est-à-dire un débat de tolérance, au travers lequel nous allons placer le Congo en avant-plan, au centre de notre menu, parce qu'au-delà de nos tendances, de nos ségrégations politiques, au-delà de nos clivages, de nos collusions et escalades verbales, le Congo demeure les dénominateurs communs de nous tous. Et donc, je profite à l'occasion aussi de saluer mon co-débatteur, avec qui on va discuter dans le respect mutuel. Merci. De l'autre côté, nous avons la présence de Maître Claude Ngoma, lui qui est cadre d'un grand parti politique, Nouvel Élan, parti l'ancien Premier ministre, M. Adolphe Mouzitou, l'homme intelligent de mon pays, l'homme des tribunes, l'homme de réflexion, l'homme de proposition. M. Claude Ngoma, soyez le bienvenu. Merci en tout cas, très cher Delphin. Également salutations à mon débatteur Manix Iyenda. C'est un ami et ce n'est pas la toute première fois d'en découdre avec lui. On en a fait cet exercice dans pas mal de plateaux. Et j'ai accepté ces débats parce que, vous savez, la démocratie, c'est cet choc des idées, c'est cet échange des idées. Et pour nous, Nouvel Élan, nous pensons que nos idées sont sérieuses et que le Congo mérite à être dirigé, gouverné sur fond des idées. Et pour nous, la jeunesse, la nouvelle classe politique qui monte, nous devons mettre nos idées au premier plan. Je recommande à toute la jeunesse politique qui monte de se délivrer de cette histoire des autorités morales. Et donc ça... L'autorité morale, l'autorité des références, voilà, mentor... mentor et autres, non. Disons, donnons le meilleur de nous-mêmes. Débattons, parlons Congo, mais sur fond des idées et des propositions. Parce que demain, ça sera nous. Aujourd'hui, cette ancienne classe politique doit partir et qui sera remplacée par notre classe politique demain. Merci, M. Claude Ngoma. J'ai aimé, quelqu'un m'a dit, Delphin, j'aime quand tu invites Manix et quand tu invites Claude Ngoma, il y a une dose scientifique dans ces débats. Alors, la thématique d'aujourd'hui, on va parler de l'état des droits. Oui, vous êtes sans ignorer, il y a ceux qui pensent que sous le régime Tshisekedi, l'état des droits reste une utopie, ce n'est pas une réalité. Nous allons tenter un peu de vérifier ou révérifier avec les actes, les faits et la réalité aujourd'hui, si réellement l'état des droits est une utopie. Et aussi, on va placer un mot sur le processus électoral. On va essayer un peu d'en parler. Il y a le parti de Joseph Kabila Kabange, le PPRD, et les idées de Martin Fayulu, lui qui est encore de la Mouka. Ils ne vont pas prendre part aux élections de 2023. Ils ont posé des préalables. Il faut arrêter d'abord les processus, les convaincre pour aller avec eux, ou soit il faut aller aux élections sans ces deux grands partis politiques. Après cela, on va parler d'un autre sujet important, la situation sociale du Congolais. Où en sommes-nous avec le peuple d'abord? Vous êtes sans ignorer que de l'entrée au pouvoir du régime Tshisekedi, il y a les gens qui chantaient Félix Kobo Sanate
Papa Lobaki, le peuple d'abord, le chef de l'État, avait rassuré qu'il va relever ces défis du social des Congolais. 4 ans après, aujourd'hui, peut-on nous dire, ou pouvons-nous dire que le social, il y a l'amélioration. On va en parler, mais avant tout, comme j'ai des scientifiques sur ces plateaux, de l'autre côté, je suis avec Manix qui est député de la rue. C'est un jeune qui est en train de monter. Il dit, il faut essayer de faire les choses autrement par rapport à ce qui se faisait auparavant. Alors, de l'autre côté, nous avons Claude Ngoma, qui est également du Nouvel Élan, parti cher à un scientifique de mon pays, M. Adolphe Mozitu. Mais M. Claude Ngoma, la question de curiosité, les débats que nous faisons aujourd'hui, nous avons plus de 900 et quelques partis politiques. Ailleurs, nous avons plus des blocs. Aux États-Unis, nous avons le républicain et nous avons les socialistes. Les socialistes, les libéraux, voilà. Ceux de droite. Oui. Alors, en France, nous avons également ceux de gauche et de droite. Nous, ici en RDC, pourquoi on ne peut pas faire ça? Est-ce qu'il y a un problème idéologique? Il y a un problème de la compréhension, il y a un problème du système ou bien quoi? La question directe, c'est quoi d'abord l'idéologie de votre parti, Nouvel Élan? Très bien. Nouvel Élan prône ce que nous appelons les sociales, les sociolibérales. Vous voyez? Mais pour répondre à votre question, il faut savoir que là, c'est une question qui touche ce que nous appelons la philosophie politique. Vous voyez, la philosophie. Parce que vous pouvez bien être du centre. Monsieur Philemon, trouvez-moi la photo d'Adolphe. Les socialistes. Vous voyez, mais ici, chez nous, nos partis politiques n'obéissent pas à cette philosophie. Vous voyez, je vais vous dire, par exemple, je vais aller, tout en donnant des exemples, vous avez le PPRD, qui est un parti socialiste, qui va s'opposer à un autre parti socialiste, qui est l'UDPS. En réalité, du point de vue doctrine, du point de vue philosophique, ils ne peuvent pas être opposés. Pourquoi? Parce qu'ils portent les mêmes valeurs. Ils partagent les mêmes idées. Vous voyez? Mais ici, chez nous, voilà, on crée des partis politiques sans pour autant tenir compte de cette philosophie qui doit définir la ligne de votre parti, donc la ligne politique de votre parti. Voyez-vous? Même nous, qui sommes des sociolibérales, mais vous voyez que nous, le MLC, c'est aussi un parti sociolibéral, ok? Mais nous ne portons pas de mêmes valeurs. Et c'est ça justement le travail que nous devons faire aujourd'hui. C'est comme ça que vous voyez, en RDC, nous avons quelque chose comme 900 partis politiques. Plus de 900. Plus donc, même, voilà, vous avez dit. La dernière liste, c'était 910, et je ne sais pas voilà. Si ça a augmenté. Et il faut comprendre qu'ici, chez nous, pourquoi il y a cette croissance, un nombre croissant de partis politiques, c'est tout simplement parce que ces derniers temps, ces dernières décennies, nous avons, en RDC, nous avons développé cette industrie politique. Donc c'est des boutiques alors? Ben oui, je vais vous dire, c'est cette industrie politique que nous avons mise en place et qu'aujourd'hui, à tout prix, c'est la politique qui doit payer. C'est la politique qui paye, c'est la politique, c'est la politique, c'est la politique. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes dedans, vous pouvez récupérer le retard de 20 ans en 3 jours. Vous voyez? En 3 jours. En 3 jours. Parce que vous avez la signature. Parce que vous avez la signature. Oh, c'est pas ça. Vous voyez? Et donc, ici, moi, j'ai toujours demandé, et je porte ces combats. Dans l'avenir, nous devons organiser le secteur du parti politique. Nous devons organiser. Donc, ça sera cette mission que nous allons assigner aux législateurs. Mais il y a tout un ministère, le ministère de l'Intérieur. Oui, nous allons... Voilà, parce que... Ils doivent avoir une politique vous dans savez, ce sens-là. aujourd'hui, nous comptons plus de 900 et quelques partis. Mais on en a encore d'autres partis sur mallette, sur papier. Et que dans la période électorale, voilà, monsieur s'amène avec son parti politique. Dans les mallettes, il va voir Manik Sienda, mais écoutez, Kouloutou, nous avons la partie à Yoso Tcheka Masolo to aligné. Et ces derniers aussi se sentent concernés et ils ne savent pas quelle démarche prendre pour aller saisir les instances, le ministère de l'Intérieur et autres. Et voilà, ils vont faire ces deals. Et c'est comme ça que vous avez vu. Plus de 900 partis, mais à peine 11 partis qui ont atteint le seuil. Plus de 900 partis. Mais c'est un problème très sérieux. Mais je vous dis.
Plus de 911 partis On atteint le seuil. Et les autres partis? Ah, mais il faut comprendre que ce sont des partis mallettes. Merci. Alors, M. Manix Yenda, la première question. Pensez-vous qu'en RDC, nous avons de partis politiques responsables ou nous avons de boutiques de politiciens? Je pense que sur cette question concernant le parti politique, la loi fondamentale de notre pays, la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée le 20 janvier 2011, la Constitution de notre pays fixe les grandes bases et donne des orientations par rapport à la responsabilité des partis politiques. Et l'article 6 de cette Constitution précise, je le cite très rapidement, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. Ils s'efforment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes mœurs. Je poursuis. Les partis politiques sont tenus au respect de principes des démocraties pluralistes, d'unité et de souveraineté nationale. C'est cela le décor constitutionnel que la loi fondamentale pose par rapport aux partis politiques. On dit que les partis politiques est un centre de l'éducation civique. Les partis politiques sont de grosses machines des productions d'intelligence politique, des politiques publiques dans tout le secteur de la vie nationale afin effectivement de gérer les pays parce que vous savez, les missions traditionnelles de chaque parti politique, au-delà de la conquête, au-delà de l'exercice, mais aussi c'est la conservation du pouvoir. C'est-à-dire un parti qui compétit, surtout que nous sommes dans un contexte de démocratie pluraliste, comme l'a dit la Constitution de notre pays. Vous savez que la Constitution a ouvert une très grande brèche en termes de participation des organisations politiques dans le jeu électoral. Et cette idée a été venue justement avec le besoin de rompre avec cette forme de dictature qui a érigé pendant un temps sous les régimes de M. Mobutu, avec cette forme de l'unilatéralité de la pensée politique, la pensée État, la pensée unique, la personnification de pouvoir, la concentration de pouvoir, voilà, toutes ces pratiques qui, en réalité, ne mettaient pas le peuple en avant-plan et au centre de toutes les préoccupations nationales. Et l'avènement de la Constitution d'aujourd'hui a voulu que le peuple soit au centre de préoccupations de l'État, c'est-à-dire nous voulons installer un climat de la démocratie un peu à la logique d'Abraham Lincoln lorsqu'il définissait la démocratie comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce qui voudrait dire le pouvoir du peuple, c'est le peuple qui reste les détenteurs définitifs, le souverain primaire, le propriétaire exclusif du pouvoir de l'État. Le pouvoir par le peuple, c'est-à-dire le pouvoir que détiennent les acteurs politiques d'aujourd'hui, ne peut pas passer par un autre canal si ce n'est pas celui du peuple. C'est comme ça que dans un contexte démocratique, on ne reconnaît pas le putsch, on ne reconnaît pas l'insurrection, on ne reconnaît pas le coup d'État, parce que la seule voie légitime qui confère le pouvoir, c'est la voie électorale. Et enfin, les derniers compartiments de la démocratie, c'est le pouvoir pour les peuples. C'est-à-dire la finalité de ce pouvoir. Ceux qui détiennent le bâton de commandement de la République, ils doivent comprendre que la gestion du pays, c'est d'abord au bénéfice de la population congolaise. Mais malheureusement, aujourd'hui, la démocratie congolaise se métamorphose. La démocratie congolaise se transforme à une sorte d'oligarchie, si je peux me permettre de le dire. Pourquoi ? Parce que le pouvoir est concentré dans un seul noyau, animé par quelques individus, au détriment du peuple congolais. À une certaine mesure, on peut parler de l'aristocratie. À une certaine mesure, on peut même parler de la particratie, qui est un système politique dans lequel les partis politiques prennent la totalité du pouvoir. Alors, regardez aujourd'hui la répartition de compétences dans la structure de l'État.
les mandataires sont nommés sur base de choix et des listes présentées par les partis politiques. Les ministres Parce qu'il y a les quotas de chaque parti non, mais politique. justement, c'est parce que nous sommes dans la particratie. Si nous respectons les exigences de partis politiques, alors où est-ce que nous mettrons le principe de la méritocratie? Parce qu'il y a des gens qui sont habilités à pouvoir gérer un certain nombre des secteurs de par leur domaine de spécialité et non le politique. Par exemple, vous prenez les ministères de Pétentique, par exemple. C'est un ministère technique qui demande quelqu'un qui s'y connaît dans ce secteur-là, qui peut être soit membre d'un parti politique ou professeur des universités ou quelqu'un qui n'a rien à voir avec la politique. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je félicite quand même. Hein. C'est vrai que c'est un acte mineur par rapport à la nomination du président de la République qui essaye de revaloriser effectivement cette valeur cardinale dans la gestion de l'appareil de l'État, la valeur de la méritocratie dans les ordonnances du président de la République. Les cas sont légion. Je peux vous citer les cas du ministre du Sport, M. Kaboulou, qui est un chevronné, quelqu'un qui connaît les méandres dans le secteur du sport national. Et aujourd'hui, M. Kaboulou est ministre sans pour autant être membre d'un parti politique. Aujourd'hui, au niveau de CESAC, c'est lui qui tient la locomotive de cette institution d'appui à la démocratie, M. Christian Bossembe, qui est un jeune, mais qui malheureusement ou heureusement n'est pas membre d'un parti politique. Vous prenez les cas de la société Congo Airways. Cette dame, la jeune dame qui a été nommée par le président de la République, la pilote, c'est parce qu'elle connaît les secteurs, c'est une pilote, c'est quelqu'un qui connaît le rouage des secteurs et le président a jugé bon de jeter son dévolu sur quelqu'un qui s'y connaît dans ces secteurs-là. Et donc, le cas sont les gens. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons... Il y a aussi Barbara Kanam. Il y a Barbara Kanam. Il y a beaucoup de cas comme ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le membre de partis politiques qui doivent gérer la res publica. Parce qu'aujourd'hui, tout prouve à suffisance que les citoyens de qualité, d'ailleurs, se retrouvent en dehors du microcosme politique national. Je peux vous citer les cas de Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, sans pour autant être ballotté au gré d'une quelconque décoration politique. Madame Kirongonzi, qui nous a pondu une nouvelle technologie made in Congo, le robot roulage, elle n'est pas forcément membre d'un parti politique. Il y a un professeur congolais qui nous a pondu une marque de téléphone Okapi, qui aujourd'hui est une grande fierté de notre pays. Ce n'est pas membre d'un parti politique. Il y a l'artiste musicien Fally Ipupa aujourd'hui qui fait la fierté de la culture et de la musique congolaise de notre pays. Il n'est pas forcément membre d'un parti politique. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens qui font la politique pensent... Manakovid aussi. Hein, il y a Manakovid, il y a Dr Mouniangui. C'est vrai, Mouniangui, c'est un peu ballotté au gré de l'UDPS. Après, il a jeté son diplôme, il a jeté son intelligence, il a vendu sa moralité intellectuelle aux besoins, effectivement, des partis politiques. Celui-là, il ne mérite pas une certaine crédibilité dans ce contexte-ci. Et donc, aujourd'hui, il y a bien de Congolais qui méritent respect. C'est comme ça que, par moment, quand je regarde certains acteurs politiques, je finis par là, je me dis, c'est nécessaire pour quelqu'un comme Moïse Katumbi, par exemple, d'être un acteur politique. Parce que quelqu'un comme Moïse Katumbi, moi je le vois sous le profil de Bill Gates dans le contexte américain. C'est un homme d'affaires qui a une très grande notoriété internationale. Est-ce que Katumbi, au regard de l'expérience de business, d'affaires qu'il a dans son parcours, est-ce que c'était important de faire la politique au format des partis politiques? Est-ce que ce n'est pas parce que quelqu'un comme Dr Mukwege influence et politique a la même mise sur tout? Peut-être qu'il faut se cacher dans les partis politiques pour être moins protégé. Ça, c'est un raisonnement de raccourci qui découle effectivement du traditionnalisme politique congolais. Nous avons nos mentalités, nous avons nos us et coutumes, nous avons notre manière de voir les choses, mais seulement, moi, je suis convaincu que l'on peut avoir ou bénéficier de son respect et garder sa dignité sans pour autant être membre d'un parti politique. Vous prenez quelqu'un comme Dr Mukwege, prix Nobel de la paix. Nous n'en avons pas deux dans ce pays. Et il ne suffit pas de devenir président de la République pour être décerné prix Nobel de la paix. Ça, c'est un titre honorifique le plus suprême. Et donc, un tel docteur n'a pas besoin
d'être trempé dans la boue des acteurs politiques. Il perd sa crédibilité, il perd sa notoriété. Vous prenez quelqu'un comme Matata, est-ce qu'il peut forcément faire la politique? Moi, je le vois comme un consultant en termes de questions de gouvernance et de leadership. Vous prenez quelqu'un comme Délice Sanga, il peut faire un très bon professeur pour enseigner la jeunesse en vue justement de léguer une destinée meilleure par rapport à la génération de demain. Regardez la sphère politique aujourd'hui. Elle est composée d'une médiocrité légendaire. Ce sont des courageux, ce sont des analphabètes, ce sont des illettrés qui se retrouvent dans la sphère politique congolaise et les hommes les plus intelligents sont écartés. Merci, M. Manix Iyenda. Quoi faire alors pour quitter dans ces carcans? Parce que le Congo a besoin d'un capital humain nécessaire, capable à relever les défis de son pays. Oui, je suis parfaitement d'accord sur ce que venait d'étayer tout à l'heure M. Manix, parce que vous savez, je l'ai dit à mon entame de la parole, que nous avons développé cette industrie politique, tout simplement parce que c'est un secteur qui donne de l'argent. C'est un secteur qui est vraiment trop rentable. Vous voyez. Mais quand vous voyez, prenez de pays de vieille démocratie, vous verrez qu'un professeur n'a rien à envier d'un politique. On est professeur, on reste professeur carré. Vous avez des ingénieurs. Le politique ne développe jamais une nation. Une nation se développe sur base des intellectuels. Okay. Et aujourd'hui, il y a cette guerre en RDC qui se passe entre les intellectuels et les politiques. Et quand je dis intellectuel, là, je vois le corps professoral. Vous voyez, il y a des professeurs qui veulent à tout prix être trompés dans la politique. Parce qu'il sait que, étant que professeur, voilà, je peux travailler pendant 10 ans, 20 ans, je ne saurais pas assurer ma retraite. Est-ce vrai que tout professeur est intellectuel? J'ai dit professeur au vrai sens du mot. Parce que comprenez comment... Parce qu'il y a une autre définition. Un homme intellectuel est celui-là qui est capable de donner les solutions aux problèmes de son temps. Vous voyez? Mais parce que nous avons assez de professeurs, les problèmes demeurent. Et ces gens-là, c'est des hommes intellectuels. Vous savez, quand moi je parle professeur, je vois des universités. Malheureusement, ici chez nous, il y a cette prolifération des universités. Et certaines universités ne répondent même pas aux standards. Voyez-vous? Mais je rentre dans les débats. Okay. Donc, nous avons 3 compartiments pour qu'un État puisse être fort et se développer. Nous avons d'abord le philosophe. Okay. Il y a des intellectuels qui nous donnent la ligne de pensée. C'est ça le rôle du philosophe. Il projette l'avenir. Il projette. Vous voyez, nous avons en deuxième lieu cette classe de corps enseignants. Je parle là des professeurs. Et en troisième place, c'est l'homme politique qui vient maintenant. Vous voyez. Mais or, quand vous venez en RDC, le courant de pensée n'existe pas en RDC. Je vous dis. Le courant de pensée? Oui. N'existe pas. Manix me contredit. Okay. Il n'y a pas de courant de pensée. Soit on est politique, et voilà, on se bat bec et ongle pour être nommé quelque part. Nous avons des courants de politique, à moins que je me trompe. Non, je parle de Fumutoto avec sa troisième voie. Courant de pensée. Non, s'il vous plaît, Fumutoto avec la troisième voie. C'est un courant de pensée, à moins que je me trompe. Non, à moins que je me trompe. Mais non, qu'est-ce que Fumutoto, je le salue. Oui. Qu'est-ce qu'il a produit comme courant de pensée? Quand je parle courant de pensée, je vois de pensée philosophique, capable d'orienter tout un peuple. C'est là où moi je suis. Vous voyez, Fumutoto, c'est un intellectuel qui réfléchit et qui donne ses avis. Mais ici, moi, je parle de courant de pensée, de gens qui peuvent réfléchir et dresser une ligne pour la nation. Et ça se passe qu'au niveau de la philosophie. Okay. L'homme politique ne vient que dans l'action d'exécution.
Il ne vient que dans l'action d'exécution. Vous prenez les intellectuels, les ingénieurs, mais ils ont un grand rôle à jouer. Quand nous parlons aujourd'hui des États-Unis, la France et tout ça, de pays très forts économiquement, ce ne sont pas des politiques, ce sont de grandes industries. Dans les gens qui se sont spécialisés dans des secteurs. Ce sont de grandes industries, voyez-vous, et des ingénieurs qui travaillent, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais ici, chez nous, ces secteurs des ingénieurs, les peintres, le maçon, mais ils sont abandonnés. Pour quel traitement? Le politique amasse tout. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai soutenu ce que venait de dire Manix. Vous voyez, nous devons réorganiser notre pays. Réorganiser notre pays, c'est le maître mot. Organiser une société. Tout doit partir par l'éducation. C'est à partir de la base. C'est de là où moi, aujourd'hui, je me sens pas bien dans ma peau. Quand on avait libéralisé les secteurs d'enseignement. Aujourd'hui, demain ou après-demain, il y aura publication des résultats d'examen d'État. Vous verrez des pourcentages. Il y a aujourd'hui cette campagne au sein des écoles. Exeta garantit 100%. Ça veut dire quoi? Même au niveau de PENAFEP. Les écoles primaires vous disent, nous ici, raté 100%. Mais ça veut dire quoi ça? Moi, j'ai été pétu, j'ai étudié ici. Je n'ai jamais vécu ça. Un parent qui va chercher à aller scolariser son fils, mais dans sa tête, il dit d'abord, il veut d'abord se rassurer. Est-ce que Kuna va bêter à 100%? Donc, nous sommes dans une dynamique où l'échec, on n'en veut même pas. Et si même on échoue, on est capable de négocier même dans l'ombre, nuitamment, pour que mon fils passe de l'école. Mais c'est un problème sérieux parce que même l'assistanat aujourd'hui s'achète. Devenir un professeur au Congo, il faut avoir des moyens. Et les parents, il est victime, lui aussi. C'est comme ça que je dis, mon cher Delphin, nous devons réorganiser notre pays. Je vais vous dire, aujourd'hui, toutes les universités, les instituts supérieurs sont montés au niveau des universités. Mais alors que l'homme blanc savait pourquoi il y a l'école nationale spécialisée. Vous avez l'école nationale d'administration. Vous avez l'école nationale des métiers et arts. Vous avez l'institut supérieur. Et enfin, vous avez l'université. Ce n'est pas tout le monde qui doit faire l'université. Mais aujourd'hui, chez nous, nous sommes dans une dynamique où moi, l'agnon se fait qu'il y a une université. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Donc on ne forme pas les enfants en fonction des besoins du pays. En fonction des besoins du pays, non. Aujourd'hui, tout le monde veut être licencié. Mais écoutez, qui va diriger qui? C'est déjà un problème très sérieux. Monsieur Manix vient d'avant de parler de l'état des droits, mais j'aimerais bien que vous puissiez répondre à cette question. Toutes les questions très questionnantes de Monsieur Claude Ngoma, c'est des questions aussi que le public se pose, mais je résume tout cela à quelque chose. C'est un problème d'un système. Tous ces gens tombent dans ce système. Quoi faire pour changer les systèmes? Est-ce possible? Il nous faut des décennies, des siècles, ou soit on peut commencer quelque chose. Je veux vous étonner par ma façon de réfléchir pour répondre à cette question. C'est vrai, c'est un problème des systèmes, et ce système est dirigé par des individus, malheureusement, qui se caractérisent par une médiocrité qui ne dit pas son nom, et dans tout le secteur de la vie nationale. Quant à moi, je pense que dans ce pays, il faut battre Mayele, Batelema. Il faut battre Boigna, Batelema. Tola la Tola Mouka, un jour tu as assisté à une marche des intellectuels contre le médiocre. C'est possible. Une marche des compétents contre le médiocre. Mais aujourd'hui, les gens qui ont le background, les gens qui ont une certaine expérience qualifiée, ils sont à l'écart. Pourquoi? Parce que la démocratie congolaise est prise en otage par les caprices des partis politiques. Nous sommes dans un contexte où, c'est vrai, j'ai toujours dit que la démocratie congolaise, c'est une démocratie qui n'a pas de qualité, qui n'a pas de contenu. Une démocratie des fourre-tours. La démocratie des fourre-tours. La démocratie qui ramasse tout et qui introduit n'importe qui. Vous prenez quelqu'un comme Mama Kalunga, j'insiste sur ça.
Elle est connue, c'est une vedette, c'est une Maman star. Kalunga. Oui. Ok. C'est une comédienne. L'artiste comédienne. Oui. L'artiste comédienne. Hum, Elle est connue. hum. Au nom de sa popularité, elle s'est permis d'aller aux élections. Maman Kalunga. Mais Maman Kalunga va se retrouver dans une même circonscription électorale, par exemple, avec un professeur d'université, mais elle va battre à plate couture ces professeurs-là. Pourquoi? Parce que le professeur n'est pas connu. Le professeur n'est pas populaire. Or, la démocratie d'aujourd'hui, elle favorise ceux-là qui sont connus. Et donc, Maman Kalunga va aller au Parlement et le professeur restera chez lui. Vous imaginez l'avenir de notre institution parlementaire qui a la vocation de produire de lois pour répondre aux besoins du peuple. Et malheureusement, aujourd'hui, ceux-là qui sont au Parlement, c'est pratiquement de voyous. Non, De gens sans probité non, morale. retirez. Non, mais je le dis et je Retirez. l'assume. Ça se justifie. Non, mais ça se justifie. Quand vous parlez C'est des une sorte voyous, de- non, mais s'il il vous y a plaît, des voyous. s'il vous plaît, on nous suit partout Vous avez dans le monde. vu. C'est notre parlement. Quand vous parlez de voyous, il y a Mais des je suis professeurs désolé. là-bas. Il y a Vous quand avez- même des hommes intelligents. Vous avez Mais pour vu, quelle production vous avez parlementaire? vu Ok. des élus du peuple passer dans de chaînes de télévision avec des cinglés. Vous avez vu dans ce pays. Ok. Vous avez vu des élus du peuple proférer des insultes en longueur de journée dans les différents médias de la place. C'est ça les réalités congolaises. Vous voulez qu'on dise quoi? Ok. La vérité, nous devons la présenter comme telle. Notre Parlement, c'est un Parlement des médiocrités. Voilà pourquoi moi, je m'inscris dans une logique de refondation de l'État. Ok. La démocratie que nous avions Comme Délice Sangala propose. imprimée, la démocratie que nous avions calquée, elle ne correspond pas aux réalités de notre pays. Encore une fois, c'était les effets du mimétisme occidental que nous avons emporté au travers de la loi fondamentale de notre pays. Nous pouvons adapter notre démocratie au format de nos réalités congolaises. Est-ce que vous savez que les gens souvent confondent? Les gens pensent que quand on parle de la démocratie égale les élections. Non. La majorité. Les élections, c'est un compartiment. C'est une réalité de la démocratie. Une des réalités de la démocratie. Même si vous lisez le préambule de notre Constitution dans son 3e paragraphe, vous allez voir que la Constitution dit « animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit qui repose sur les valeurs de la démocratie politique, la démocratie économique, la démocratie sociale et la démocratie culturelle. » Ok. Malheureusement, les acteurs politiques que nous sommes aujourd'hui, tous nous consommons la seule denrée de la démocratie politique. Les élections démocratiques. Quid Libres alors? et transparentes. Quid La alors? démocratie économique pour eux. Mais ça. quid alors de la démocratie économique? Quel est le contenu que nous pouvons donner à la démocratie sociale, à la démocratie culturelle? Parce que nous devons faire le débat autour de questions, par exemple, relatives à la sécurité sociale, le débat autour de l'emploi, le débat autour d'une justice distributive, les débats autour de la santé, de l'éducation. C'est ça le débat d'une démocratie sociale. Alors moi, je propose, pour finir par rapport à cette question, nous pouvons créer 3 blocs. Ok. C'est-à-dire, on synchronise, on compacte tout le parti politique. Vous avez cité Plus en de termes 900. de 910 partis politiques. C'est une floraison inimaginable. Et on peut le compacter en 3 blocs. Ok. Le premier bloc, c'est le bloc des démocrates. C'est-à-dire tous les partis qui prônent pour l'idéologie social-démocrate. UDPS, PPRD, UDPS, PPRD, tous ces partis-là, LGD, dans un même bloc, parce qu'ils sont de la gauche. Vous prenez des partis républicains. Vous prenez certains libéraux, et etc., notamment le MLC. Vous le prenez, eux tous là, dans un même bloc, parce qu'ils sont de la droite. Et vous prenez, enfin, les centristes. Le 3e bloc. Ok. Alors, on peut instaurer un système de gestion de l'État avec les systèmes rotatifs. C'est-à-dire, la gauche, les démocrates prennent le pouvoir, ils gèrent le pouvoir pendant 10 ans. Alors, c'est lui qui deviendra président de la République et c'est lui qui est élu dans le primaire Ok. au sein de leur grande plateforme idéologique. Ok. Et là, ça nous permettra de ne pas dépenser de moyens, de l'argent, parce que après cycle électoral, les pays dépensent au moins plus de 2 milliards de dollars. Alors qu'aujourd'hui, si nous essayons de faire le bilan de la réalité électorale,
nous sommes déjà au point d'atteindre plus ou moins 8 milliards de dollars, alors que cette grosse somme d'argent, on pouvait bien l'affecter dans le secteur, par exemple, de l'agriculture. Là, je suis tenté à donner raison. Je suis tenté à donner raison. La santé, l'éducation. Joseph Kabila qui avait dit entre le développement et les élections. Non, mais justement, entre le développement... Oui. À son temps, il pensait qu'il y avait trop d'argent qui allait pour les élections au moment qu'on pouvait les mettre. Tout à fait. Entre le développement et les élections, nous devons opérer un choix. Regardez toutes les nations de vieille démocratie. La France, la Belgique, les États-Unis, l'Allemagne, toutes ces nations-là. Ces nations ont accédé au développement bien avant l'avènement du vent démocratique. Encore une fois, c'était l'anarchie qui a construit la France. C'était l'anarchie qui a construit la Belgique. C'est l'anarchie qui a construit les États-Unis. Et la démocratie vient embellir le pouvoir dans le sens de remettre la plus grande parcelle de pouvoir au peuple. C'est-à-dire ceux qui gèrent ne doivent pas dépasser des limites. C'est pour effectivement recadrer un peu dans le sens des excès de pouvoir, dans le sens de pouvoir abusif, ceux qui détiennent les bâtons de commandement. C'est comme ça qu'on instaure les systèmes démocratiques qui confèrent le pouvoir d'abord au peuple. C'est-à-dire aujourd'hui, il faudrait que les politiques essayent de réfléchir. Très souvent, on parle de dialogue. Moi, je voudrais bien qu'un jour, les acteurs politiques se réunissent autour de la question sur l'économie nationale. On fait un dialogue sur le thème économie nationale. Ça, c'est un problème sérieux. Un dialogue sur le social. Et font des dialogues pour le partage. Non, mais c'est cela le problème. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans un système politique très nocif qui compromet l'intérêt de la population. Et d'ailleurs, je finis, c'est comme ça que je donne raison, je le dis en 10 secondes, à M. Claude Ngoma, lorsqu'il a essayé de mettre un accent de considération par rapport à l'éducation et au volet de l'université. Aujourd'hui, la meilleure de manière pour lutter contre la corruption dans notre pays, c'est de ne pas se servir de l'appui de l'IGF qui n'est qu'une méthode curative parce que le problème est là, la maladie est là et l'IGF vient éradiquer la maladie. Mais la meilleure de manière pour lutter contre la corruption, c'est de lutter contre la corruption au niveau des écoles primaires, secondaires et universitaires. Okay. Il faut que l'étudiant, l'élève, qui passe des classes tout en sachant que j'ai réussi sur base de mes efforts personnels. Parce qu'il y a un principe de la vie qui nous dit l'homme ne donne que ce qu'il a. Un élève, un étudiant qui a passé des promotions par cette valeur de méritocratie, lorsqu'il deviendra dirigeant, il va appliquer la même valeur de la méritocratie. Nous avions consommé la corruption, nous, élèves d'aujourd'hui, étudiants d'aujourd'hui, et donc lorsque nous serons demain ministres, on va appliquer la même corruption. Merci, M. Manix Yenda. Là, vraiment, je tiens à féliciter M. Thierry Mboulamoko, qui est le coordonnateur de l'APLC, parce que récemment, il avait reçu des mandateurs et il les a conseillés, donné des méthodes pour éviter la corruption, parce que l'APLC lutte également contre la corruption. Nous devons tous aller dans ce sens, parce que la corruption tue le pays. Alors, M. Claude Ngoma, nous devons prendre la première question. Pourquoi le président africain ou le président congolais, certains, charcutent l'ordre constitutionnel? Une fois au pouvoir, ils ne respectent pas la Constitution. C'est le constat que vous, la Mouka, aussi, vous avez fait. Est-ce c'est parce qu'ils ont besoin de rester au pouvoir ou c'est parce qu'il y a la communauté internationale derrière eux? Mais non, je vais arriver à votre question, mais je vais réagir un peu à ce que venait de proposer. C'est une proposition qu'a formulée mon co-débatteur. Il a proposé 3 blocs. Okay. Ceux du gauche, les démocrates, les républicains et les centristes. C'est une bonne proposition, mais qui va demander à l'État assez de moyens. Aujourd'hui ou dans l'avenir, l'assiette fiscale de l'État ne permettra pas à ce que, que l'État puisse prendre en charge ces 3 composantes. Vous voyez, même aujourd'hui, le parti politique devait être financé. Mais comme l'État n'a pas assez de ressources, les partis politiques ne sont pas financés. Et donc, demain, c'est une bonne proposition. Mais l'État doit prendre des mesures courageuses, justement,
pour venir subventionner les 3 compartiments. Même les bilans voyage du monde commencent toujours par un pas. Nous voulons changer le système politique, il faut commencer quelque part. J'interpelle l'État pour qu'il puisse mettre assez de moyens. Les 15 milliards qui s'évaporent là, que Luzo Lobambe avait dit, si on canalise cet argent, on peut quand même. Malheureusement. Alors, vous savez, le goût du pouvoir. Ok. Le goût du pouvoir. On était opposants hier et on est aux affaires. Vous avez la signature. Eh bien, vous ne voulez plus respecter les dispositions constitutionnelles. Cherchez-moi la photo de Kamouleta, le président de la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, même l'appareil judiciaire qui est en pouvoir à part même la entière, justice, hein, quelque chose comme ça. mais vous sentez même les animateurs de cet appareil ont toujours tendance à faire des courbettes auprès des politiques. C'est comme ça, moi, je l'ai toujours dit. Ils sont dit. à la merci des politiciens. Oui, c'est comme ça que moi, je l'ai toujours dit. Le PGR doit être un monsieur qui n'a pas le main lié. Un PGR pour ouvrir un dossier d'information judiciaire, il doit être libre d'esprit. C'est le pouvoir. Mais il est nommé par quelqu'un. Vous voulez qu'il soit libre comment? Vous savez, hein, moi, chez moi, je l'ai dit. Vous entrez dans la Cour constitutionnelle, vous trouvez la photo du chef de l'État. Moi, je m'oppose à ça. Oh, comment ça? Vous êtes dans il est le symbole de la nation. J'arrive. Oui, oui. Vous êtes dans une salle d'audience. Il y a la photo du chef de l'État. Mais ça vient faire quoi là? C'est une corruption morale? Non, ce n'est pas une corruption morale. Moi, je donne une autre lecture à ça. C'est-à-dire que le président est au-dessus de la loi. Non, non. Non, ça, c'est ma lecture à moi. Ok, évoluez. J'aurais bien voulu voir cette balance qui représente l'équité. Ok. En lieu et place de la photo du président de la République. Ok. Dans les institutions et autres, oui, je suis d'accord. On peut maintenir la photo. Mais pas dans les cours des tribunaux. Ok. Dans une salle d'audience, vous avez le fichier du président de la République. Mais non, on est où? Nous devons voir cette balance qui doit représenter l'équité. Notre devise. Non, ben oui, je vous dis. Ok. C'est justice, paix et travail. Hein? Justice, non, là vous nous parlez de l'armoirie. L'armoirie. C'est pas l'armoirie. Vous voulez qu'on mette Je parle de la balance qui montre la justice, l'équité. Ok. Ok, je vois. Vous voyez? Et donc c'est ça un peu. Vous voyez? Alors, ici le président, une fois élu, ce n'est pas seulement... Merci, M. Philemon. Vous savez, ça s'est dit aujourd'hui, hein, dans le couloir. Ah, Moukwantombolo. Ah, Oumelaka Simbali Bende. Ok. Moukwantombolo, deuxième mandat, trop modifié. C'est ce que vous pensez de notre... Heureusement pour le Congo, l'esprit du constituant de 2006 avait mis du verrou. Il avait mis du verrou. Vous parlez de l'article 220? 220. Donc vous ne pouvez même pas toucher à ça. Donc cette question, on ne peut même pas en parler. Troisième mandat, non. Les saluts du peuple et la loi suprême, si le peuple veut qu'on charcute la Constitution, sont des manœuvres le peuple est politiciennes. au-dessus de la Constitution. Vous savez, le peuple n'est pas idiot. Le peuple n'est pas de bête. Cet mensonge qui vient d'en haut, c'est ça qui éternit l'image de notre pays et ça maintient cette population dans cette même souffrance. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il y a le mensonge entretenu qui nous vient d'en haut. Or, d'en haut, doit nous venir la vérité. Ok. À part le Congo, en Afrique noire, il n'y a que le mensonge qui vient d'en haut. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Alors, M. Claude Ngoma, une question directe. Vous reprochez quoi au régime Tshisekedi par rapport à la Constitution? Il semble qu'avec le régime Tshisekedi, il y a l'état des droits. Est-ce l'état des droits sous le régime Tshisekedi? C'est une utopie ou une réalité? Non, l'état des droits, moi je l'ai toujours dit. Okay. C'est un idéal à atteindre pour la RDC. Il y a encore beaucoup à faire dans le secteur judiciaire. Vous voyez, il y a beaucoup à faire en termes de réformes, en termes de bâtiments, en termes de traitement de nos magistrats. Il y a encore beaucoup à faire. Parce que l'état des droits, oui. Mais pour atteindre l'état des droits, l'homme doit être au centre de tout.
Et quand je dis l'homme dans le secteur judiciaire, je parle de magistrats qui doivent être mis dans des conditions. Ce n'est pas le cas avec le régime Tshisekedi. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas avec le régime. Nous avons 26 provinces. Mais dans les 26 provinces, si je peux avoir une bonne morale, je veux dire que nous avons à peu près 6 palais ou 7 palais de justice. Dans les 26 provinces. Ok. Vous voyez, vous n'en avez que 6. Non. Non, je vais vous C'est dire. insuffisant pour un grand Congo. C'est insuffisant. Aujourd'hui, on a nommé des magistrats. Mais ils vont travailler où? Il n'y a pas de bâtiment. Il n'y a pas de bâtiment. L'État doit mettre des moyens. C'est comme ça que je vous dis. L'État des droits, oui, mais il y a des préalables. Il faut mettre le magistrat dans des conditions. Ça, c'est de 1. De 2, il faut construire des bâtiments. Et de 3, passer à des réformes. Des réformes au niveau de la justice s'imposent. Mais Kabila avait fait des réformes, non? Oui, Kabila avait Aujourd'hui, fait des le pouvoir est réformes. scindé en Les 3, réformes- mais parce que Kabila a fait quand même quelque chose. Oui, Kabila a fait quelque chose. C'est comme aussi Félix-Antoine Tshilombo est en train de faire quelque chose. Vous voyez, nous ne demandons pas à Moukwantombolo de faire tout à la fois. Non, ça sera trop méchant. Mais nous lui demandons juste de poser les jalons. Moi, demain, Claude Ngoma, je viendrai président de la République. Je vais continuer au nom de Et Tshisekedi la n'a pas continuité de encore l'État. posé les jalons. Non, dans le domaine judiciaire, je ne vois pas. Merci. encore. Alors, monsieur Manix Iyenda, l'état des droits sous le régime Tshisekedi, je précise que vous êtes député de la rue. L'état des droits sous le régime Tshisekedi, une réalité, une utopie ou de la poudre aux yeux? Merci beaucoup. Ça, c'est une question très capitale. Mais d'entre deux jeux, je voudrais revenir pendant 10 secondes par rapport à la question des partis politiques avec ma proposition de créer les blocs. Et je voudrais recadrer mon co-débatteur en disant que ma proposition, d'ailleurs, elle facilitera le pays à pouvoir épargner en termes de coûts financiers. Je parle de 3 blocs avec les systèmes de gestion rotative de l'État. Le bloc des démocrates gère le pays pendant 10 ans. 10 ans après, les républicains reprennent le pouvoir. Et pendant que le démocrate gère, les républicains s'y préparent. Ils s'apprêtent. Les républicains choisissent déjà des politiques capables à proposer qui seraient à l'encontre de celles proposées par ceux qui gèrent le pays aujourd'hui. Et donc, après, les républicains, les centristes arrivent, ils gèrent le pouvoir sans pour autant organiser des élections qui nous coûtent des millions et des milliards d'argent. Ça peut être notre démocratie imprimée par le génie congolais. J'ai beaucoup aimé votre question de départ par rapport à la Constitution. Je reviendrai avec cette question de l'état de droit. Mais vous savez, aujourd'hui, très souvent, quand on parle de la Constitution de notre pays, souvent, on présente une image très positive, disons, une image très négative par rapport à la Constitution. On la traite comme une Constitution de pacotille vide, comme une œuvre de belligérants, une importation de l'extérieur, le mimétisme constitutionnel, une Constitution taillée sur mesure qui répond aux desiderata des acteurs politiques, c'est vrai. C'est la copie de la Constitution française. La copie de la Constitution française, il y a toutes ces considérations-là. Mais en même temps, la même Constitution aujourd'hui, c'est la première Constitution au monde à avoir consacré le principe de la parité hommes et femmes. Regardez dans toutes les constitutions en Afrique, en Europe, partout au monde. Le seul principe qu'on met en avant-plan, c'est le principe de l'égalité entre l'homme et la femme. Et même quand vous scrutez dans tous les instruments juridiques internationaux, on parle toujours du principe de l'égalité entre l'homme et la femme. Et la constitution de la RDC essaye d'ajouter un ténus en consacrant le principe de la parité dans son article 14, alinéa 5. Et la constitution donne des orientations par rapport à la prise en compte de ces principes dans toutes les institutions publiques à caractère national, provincial et local. Même si les débats sur cette question de la parité posent problème. Parce que moi, je reproche à cette disposition de la Constitution parce que le terme parité n'est pas un terme d'origine juridique. Le concept parité découle de la science exacte. Et en mathématiques, la parité veut dire
égalité. La parité veut dire ex aequo. Alors que la Constitution nous dit il faut tenir compte du principe de la parité en termes de 50-50 dans toutes les institutions publiques nationales, provinciales et locales. Je prends l'exemple. Dans une institution comme l'Assemblée nationale, dont les députés, les 500 sièges des députés découlent d'un choix du peuple au moyen d'un scrutin universel direct. Je me demande s'il faudrait appliquer au sens strict la parité en termes de 50-50, ce qui voudrait dire nous devons avoir 250 députés hommes et 250 députés femmes. D'où la question, est-ce qu'on va imposer aux électeurs de voter 250 députés hommes et 250 députés femmes? Du coup, je dis non. Pourquoi? Parce que le droit électoral repose sur la liberté de choix. Deuxièmement, l'institution président de la République, elle répond aux critères publics et national, comme l'a voulu l'article 14, alinéa 5 de la Constitution. Mais c'est une institution monolithique. Il n'y a qu'un seul individu qui chapeaute cette institution. C'est-à-dire, s'il faudrait rester dans la logique de l'article 14 de la Constitution, il devrait donc avoir un président homme et une présidente femme. D'où ma conclusion. Le concept parité, tel que consacré dans la Constitution, n'a pas son sens d'être dans la mesure où la parité ne s'applique pas à l'égard des institutions à caractère électif. Mais plutôt, ça s'applique pour le cas des institutions à caractère nominatif, les cas du gouvernement. C'est à l'autorité des nominations de tenir compte sur cette exigence de la parité homme-femme dans le choix des animateurs du gouvernement. Et donc, ça fait partie des réformes constitutionnelles que nous pouvons envisager dans les jours à venir. Voilà le débat de fond, malheureusement, que les politiques ne font pas. Laissez vos commentaires sur YouTube. Deuxième particularité de notre Constitution, c'est même la consécration des valeurs démocratiques. Okay. Notre Constitution a prévu la possibilité d'un porte-parole de l'opposition politique. C'est prévu qu'il y ait un porte-parole de l'opposition politique. Ça, c'est une note de considération de l'opposition politique dans notre pays. L'article 8 de cette Constitution considère les activités de l'opposition politique comme étant sacrées. Encore une fois, la Constitution congolaise met en avant-plan le respect absolu de l'opposition politique. De 3, l'opposition politique participe dans la gestion de l'État au moyen des institutions reconnues. Je prends le cas de l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a une part de l'opposition politique dans des institutions parlementaires. L'opposition participe même dans certaines institutions d'appui à la démocratie, les cas de la CENI. C'est-à-dire, la Constitution congolaise a valorisé effectivement la valeur de la démocratie. C'est comme ça que je dis par moment. C'est vrai, après les différentes considérations, les différentes connotations, la République démocratique du Congo garde encore ces germes de la démocratie. C'est plutôt les acteurs politiques qui crachent sur les valeurs de la démocratie. Mais j'aimerais quand même vous opposer l'analyse d'un grand professeur, criminologue, professeur Kabissa, qui avait parlé de l'article 217. Il y a les articles comme ça qui sous-traitent même notre pays pour dire que non, cette constitution, elle est dangereuse pour la RDC. Il y a quelques articles de 200 quelques. Non, mais je voudrais bien que vous puissiez justifier son argumentaire parce que l'article 217 ne remet pas en cause la Constitution. J'ai oublié l'article, mais le professeur Kabissa fait une analyse de certains articles de la Constitution, 200 quelque chose comme ça, qui sous-traitent même notre pays. Il a dit, cette Constitution est dangereuse, il faut nécessairement qu'on enlève cela dans la Constitution. Non, mais il ne suffit pas qu'un scientifique ou qu'un professeur passe à la télé pour dire cette Constitution est dangereuse. La révision constitutionnelle dépend de l'exposé de motifs, des raisons pour lesquelles l'on veut revoir la Constitution. Quel est le leitmotiv? Quelles sont les dispositions dont vous estimez que ces dispositions posent problème et que nous pouvons les revoir? Par exemple, si vous prenez le cas de la composition de membres au sein de la Cour constitutionnelle, il y a 9 membres. On dit 3 viennent du Conseil supérieur de la magistrature, 3 viennent du Parlement avec le choix de 2 candidats de l'Assemblée nationale et un candidat qui vient du Sénat,
Et les 3 autres viennent du choix du président de la République. Or, la Cour constitutionnelle est une juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre. C'est-à-dire, d'après les constituants fait du président de la République juge et partie. Comment vous pouvez demander à celui qui est justiciable devant un juge, lui-même de choisir les juges qui sont censés le juger? Pensez-vous que ces juges-là pourront vraiment infliger la rigueur de la loi sur le président qui nous a nommés? Je ne pense pas. C'est comme ça que moi je propose l'exclusivité des désignations de membres de la Cour constitutionnelle au seul apanage du Conseil supérieur de la magistrature. Et aussi, notre Cour constitutionnelle en réalité ne devrait pas être appelée Cour constitutionnelle. Ok. On devrait l'appeler Conseil constitutionnel. Parce que dans la Cour constitutionnelle de notre pays, il y a certains membres qui ne portent pas la qualité des porteurs de diplômes en droit. Parce que vous ne pouvez pas être juge si au départ vous n'êtes pas magistrat. Vous ne pouvez pas être magistrat si au départ vous n'êtes pas porteur d'un diplôme de droit. Or, il y a des politologues dans la configuration de la Cour constitutionnelle d'aujourd'hui. Pourquoi on met des politologues? Parce que dans le format du Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle est perçue comme un organe de régulation de la sphère politique. D'où il y a des juristes d'une part et des politologues qui amènent l'expertise politique. Mais lorsqu'on parle de la Cour, parce que dans le pouvoir judiciaire congolais, nous n'avons que de cours et tribunaux. Et ceux qui composent le cours et tribunaux sont des magistrats et des surcroît des juges. Merci. C'est-à-dire, encore une fois, il y a des erreurs congénitales qui ont été conçues dans notre constitution, mais qui peuvent être révisées. C'est comme ça que moi, j'opte pour l'idée de la révision de la constitution et non du changement de la constitution. On peut maintenir la même ossature constitutionnelle tout en modifiant certaines dispositions, notamment le cas de l'article 10 sur la nationalité. Vous savez que dans cette histoire-là, il y a une très grande tricherie. C'est en cela que je ne suis pas d'accord avec M. Joseph Kabila. Le camp Kabila a cautionné ce que moi j'appelle un coup d'État constitutionnel au travers l'article 10 de la Constitution. Quel est l'article? L'article 10 de la Constitution parle de la nationalité. Okay. Curieusement, dans cet article, on définit, parce que dans la matière de nationalité, l'élément de base, c'est ce qu'on appelle la date référence, la date du départ, le point de départ d'une nationalité. Notre Constitution définit comme point de départ de la nationalité congolaise le 30 juin 1960. Alors que il y a eu des Rwandais, des Ougandais, des Maliens, des Camerounais, des Belges qui ont foulé les pieds sur le sol congolais bien avant le 30 juin 1960. Parce que la Constitution dit, ce qui est encore grave, est considéré comme Congolais d'origine. Je ne parle même pas d'un Congolais d'acquisition. Tout celui qui a foulé les pieds par lui-même ou par le moyen de ses parents sur le sol congolais depuis le 30 juin 1960. Or, beaucoup de gens ne savent pas les raisons du coup d'État de M. Mobutu. Mobutu est mort aussi à cause de cette histoire de la nationalité. Parce que le Rwandais qui se sont introduits sur les territoires congolais depuis 1935, lors de la grogne sociale qui avait frappé le Rwanda et une partie de Burundi, le colon belge avait organisé un corridor humanitaire. On avait même créé ce qu'on appelait à l'époque la MIB, la mission d'intégration des Banyarwanda. Malheureusement, l'idée du colon belge, c'était d'utiliser le Rwandais qui venait comme de main-d'œuvre afin de les affecter dans le secteur notamment de l'industrie et le secteur de la route. Mais ces Rwandais-là qui sont venus en 1935, ils se sont installés, ils ont eu des enfants, ils ont eu des diplômes, ils ont étudié dans notre pays et ils sont restés là. Mais Mobutu est venu. Des cabinets, Mobutu a promis d'organiser les élections législatives en 1970. Et Mobutu a défini comme date référence le 30 juin 1960. Effectivement, ça a plu. C'était sur base d'une pression d'une minorité des Rwandais qui voulaient à tout prix prendre part dans notre Parlement. La classe politique zaïroise de l'époque a fait pression à M. Mobutu et M. Mobutu a reporté ces élections une année après. Et en 1971, Mobutu a refait la loi électorale et il a défini comme date référence
1885, la date de la conférence de Berlin. Okay. Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu. La première loi que Mouzé a touchée, c'était la loi sur la nationalité. Patriote qu'il était, il a maintenu la même date laissée par Mobutu. Il a juste changé le nom Zaïre à la RDC. Mouzé est mort. Joseph Kabila est venu. La première loi que Kabila avait touchée, c'était la loi sur la nationalité congolaise. Mais malheureusement, Kabila nous fait revenir à la date de référence du 30 juin 1960 pour que l'on considère un Rwandais, un Malien, un Camerounais à la tête du pays comme un Congolais d'origine. Voilà pourquoi moi je le considère comme un coup d'État constitutionnel. Donc Kabila a fait suicider les Congolais. Mais bien sûr que oui. Manière, bien sûr que oui. C'est comme ça que moi je donne raison à des gens qui disent que Kabila est l'incarnation du mal congolais. C'est parce que beaucoup de gens ne veulent pas faire un débat de fond. Moi, je peux vous démontrer combien de fois Kabila est nocif. Merci. Combien de fois Kabila est compromettant. Kabila est élu, disons, investi comme président de la République sur le fauteuil présidentiel à l'âge de 29 ans. Mais Kabila n'a jamais fait confiance à la jeunesse. Je continue à lancer mon défi. Est-ce qu'on peut me citer un jeune du PPRD que Kabila a nommé comme ministre? Ces défis continuent. À chaque fois que je passerai sur les différents plateaux de télévision, je poserai la même question. On peut me citer les noms d'un ministre du PPRD, un jeune du PPRD que Kabila a nommé comme ministre. Merci. Malheureusement, je finis par là. Les deux jeunes du PPRD qui ont eu la chance et la grâce d'être considérés comme ministres par l'ordonnance du président de la République, il s'agit du jeune Moussa Mondo comme vice-ministre des hydrocarbures, mais aussi Papi Pungu. Et malheureusement, ils ont été nommés par le président Tshisekedi. Merci. Alors, avant de parler de la question économique, mon pays, la constitution de mon pays. Ah, Kabila, je t'aime beaucoup, Joseph Kabila. Je l'aime, j'aime. J'espère que c'est un amour vrai. J'aime cet homme, Joseph Kabila. Alors, monsieur Claude Ngoma, Tshisekedi avait raison de demander aux Congolais de ne pas aller voter cette constitution de 2006. Cette constitution a trahi le Congo. Non, ça, bon. C'est un grand débat. Hein. Il y a 229 articles dans cette constitution. C'est un grand débat, c'est un débat de fond autour de notre constitution. C'est vrai que Manix a relevé quelques points, mais il y en a beaucoup. Mais moi, je soutiens notre constitution, mais je suis de ceux qui soutiennent ce que nous puissions réviser notre constitution, mais pas les changer totalement. Okay. Donc, la révisitation de notre constitution, je suis d'accord. Mais le mettre à côté et de nous produire une autre constitution, ça, non. Merci. Et voilà. Alors, vous avez dit... Non, c'était juste la question de Etienne Tshisekedi. Non, vous savez... En 2006, donc l'homme, c'était un aigle, il avait vu loin que cette constitution allait nous amener trop de problèmes. Voilà pourquoi il ne voulait pas que les Congolais aillent voter. Hein, peut-être. Paix à son âme, d'heureuse mémoire, papa Etienne Tshisekedi, il avait sensibilisé pour le nom parce qu'il a été roulé à Sun City. Tshisekedi a été roulé? Il a été roulé. Parce que, je vais vous dire, à Sun City, nous avons eu les institutions. Il y a eu le Parlement de la transition. Nous avons eu 1+4 où l'UDPS a été roulé par les RCD. Avec le feu Zaïdi Ngoma, paix à son âme. Vous voyez? Et donc, dans cette configuration-là où l'UDPS a été roulé, le vieux s'est dit non, nous ne pouvions pas voter pour cette constitution. Donc c'était pour ses intérêts politiques, vous pensez? Campagne. Oui, c'était des calculs politiques. C'était des calculs politiques. Il ne pouvait pas accepter que cette constitution puisse passer, d'autant plus que lui, il a été mis de côté. Mais vous révélez certaines choses dans cette constitution qui compromettent même l'intérêt des Congolais. Donc l'homme avait vu loin. Non, mais il a participé, non? L'UDPS a participé pour l'élaboration de cette constitution. L'UDPS? Oui, en Sun City. Ok. Mais quelqu'un m'a dit que Tshisekedi, il est aussi, les pères, hein, il est aussi pour beaucoup dans cette histoire des Banyamulenge, ainsi de suite, parce que même
à l'époque, il avait pris part à la rédaction qui avait fait à ce que qu'on accepte cette nationalité collective des Rwandais au Congo. Oui, je veux vous dire Vous avez l'histoire, vous connaissez? Le vieux, dans cette histoire ici, il n'était pas cohérent. Il a travaillé dans des commissions, il a porté sa touche, et une fois la Constitution était mise sur place, et le vieux va sortir, claque la porte pour venir faire cette contre-campagne pour que cette constitution ne passe pas. Merci. Je garde ces débats. C'était des calculs politiques. Mais quant au Banyamulenge, moi je vous ai toujours dit... C'est des Congolais. Moi je vous ai toujours dit... Pour moi, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Ce syllogisme a été créé en 1972 par le père d'Alexis Guizaro, son papa, paix à son âme, d'heureuse mémoire, Isaac Guizaro. Vous voyez, moi je suis de ceux-là. Le débat, qu'est-ce que je vais dire? Tout à l'heure, le registre sémantique que nous a balancé mon estimé camarade Manix est trop riche. Vous voyez, parce que quand ça touche la nationalité, il faut partir à la naissance. Il faut partir à la naissance. Parce que même aujourd'hui, nous disons, nous fêtons indépendance. Mais est-ce que 63 ans, c'est l'âge réel du Congo? C'est une question très questionnante. Ce n'est pas l'âge réel du Congo. Le Congo n'a pas vu le jour en 60. N'a pas vu le jour en 60. Là, j'ai lu Charles Onana et j'ai suivi aussi une vidéo de Charles Onana qui nous a révélé qu'Azaria Souroubero a des naissances. Hein. Bon, des naissances, ça aussi, c'est un problème. Azaria Souroubero, écoutez, moi... Dans ses documents d'études, il a... Non, on doit évoluer sur ces débats. Il est né à des endroits. Si Azaria Souroubero, aujourd'hui, est détenteur de certificat de nationalité, donc le débat est clos. Et surtout qu'il a été un ancien président de ces pays. Il a été vice-président. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui aussi, je vais vous dire, on va réquiser la nationalité de Kabila, qui n'est pas congolais, que voilà. Mais non, écoutez, quand il a été déjà président de la République, c'est que ce débat-là est clos. Merci. Alors, M. Claude Ngoma, vous ouvrez cette question. Je sens que vous avez touché. Vous voulez réagir? Non, mais je voudrais... Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que M. Ngoma dise que le fait pour Joseph Kabila d'être président de la République, les débats de la nationalité est clos. Non. Non, pour lui. Non, mais on peut avoir un président de la République, mais qui n'est pas congolais. Mais dès lors, s'il détient déjà le certificat de nationalité, parce que c'est le seul document qui atteste, c'est le seul document qui atteste la nationalité. À moins que vous vous versiez dans les considérations sociologiques. Mais du point de vue des droits. La question de la nationalité, c'est une question d'ordre sociologique et non juridique. Parce que la nation, c'est une réalité sociologique. Voilà. Et l'élément de base d'une nation, c'est le vouloir vivre collectif. Dans une nation, nous devons avoir les mêmes traditions, les mêmes langues, la même culture, le même problème, les mêmes pratiques. Mais regardez l'attitude de Joseph Kabila. Il a une attitude qui est en antipode avec les mentalités traditionnelles congolaises. Vous avez déjà vu Joseph Kabila émettre un point de vue sur la question du M23 pendant qu'il est là opposant à Kingakati. Parce que c'est un problème qui touche le Congolais. Vous avez déjà vu Joseph Kabila émettre un point de vue contre Kagame en citant le nom de Kagame. Mais finalement, qui est Congolais et qui ne l'est pas? Bon, c'est un grand débat. Encore une fois, je donne raison au professeur qui vous a fait allusion à l'article 217. Encore une fois, c'est une configuration taillée sur mesure par la volonté politique de Joseph Kabila. Je vous lis l'article 217. Okay. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Mais est-ce que ça c'est très grave? Mais attends, est-ce que ça c'est Kabila? Non, mais c'est Kabila. Non, quand on a vu cette constitution, Kabila n'a pas été. J'avais raison de citer cet article. C'est monsieur Kabila qui était à la locomotive de la nation. Et je vous donne. Mais non, Kabila a trouvé la constitution, mon cher ami. Vous défendez Kabila parce que vous êtes le produit du Kabila. Non, écoutez, c'est factuel. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez terminer, monsieur Ngoma? S'il vous plaît, c'est un débat. Nous sommes en débat. Je finis par là. Est-ce que vous savez que l'âge, comme condition pour être éligible
à l'élection présidentielle a été adapté par rapport à l'âge de Joseph Kabila. Est-ce que vous le savez? Non, là vous parlez de la loi Je électorale. parle de la l'époque. Constitution. La Constitution donne les conditions, article 74. Ok. Mais est-ce que vous pouvez me dire, vous pouvez confirmer à l'opinion Oui. que Kabila a touché à la Constitution, C'est a participé Non, aux mais travaux le de l'élaboration de cette Constitution? Non. Est-ce que lorsque nous disons que la Constitution est violée, c'est M. Tshisekedi qui viole la Constitution? C'est le système. Et ce système est dirigé par la volonté politique d'un Non, acteur partons. placé à la concavité du pouvoir national qu'on appelle. Je suis d'accord avec vous. Mais C'est le système Kabila. plaçons les principes. Plaçons les principes. La Constitution est le fruit des Sun City. À ce temps, Kabila avait quelle influence? Oh là là. Kabila vit justement Mais il était cette président. Constitution. Il était président. Oh, l'UDPS a travaillé dans les assises. Il était président. Kabila était président. Après Saint-City, il y a eu 1+4, non? Mais justement, Oui, oui. mais moi je vais vous dire, pendant qu'ils étaient en Afrique du Sud, quel a été le niveau de l'influence politique de Joseph Kabila pour que cette constitution soit trafiquée? Donc vous voulez dire qu'à l'époque, Kabila était important? Vous voulez dire qu'à l'époque, Kabila était important? Non, je ne dis pas ça, mais je voudrais ici Vous dire parlez de que- l'influence, non? Oui, je voudrais vous dire ceci, qu'à l'élaboration de cette constitution, Kabila à l'époque n'a pas assisté dans les travaux Merci. d'élaboration Merci. pour que enfin cette constitution soit taillée sur mesure de Kabila. Mais il avait quand même- peut-être si Manix peut évoluer pour dire en 2011, voilà justement cette constitution sera révisitée pour des besoins politiques. Là, je suis d'accord avec vous. Merci. Non, mais s'il vous plaît, monsieur Ngoma, ce n'est pas pour rien que Joseph Kabila réclame la paternité de cette constitution d'aujourd'hui. Il a dit parce que c'est sa constitution. son élaboration vient effectivement de la volonté politique de Joseph Kabila. Pendant qu'on a élaboré la constitution, déjà en 2005, Joseph Kabila a été président. Oui, mais dans pour ce quelle pays. influence? S'il vous plaît, par rapport à la révision de 2011, cette révision a été adaptée pour de besoins électoraux. Joseph Kabila, regardant son poids politique du point de vue de popularité, du point de vue de légitimité, il s'est rendu compte qu'il était en deçà du standard moyen. C'est-à-dire Là, je suis d'accord. aller aux élections avec le système de ballottage serait beaucoup plus compromettant pour lui. Des Encore tours qu'il- aussi. il évitait aussi les débats contradictoires. Là, je suis d'accord avec vous. Alors pour ça, 2011, je suis d'accord. le PPRD comme machine politique, ils ont peaufiné des stratégies afin justement de changer le mode de scrutin de 2 à 1 seul tour aux déshydratats et aux besoins de Joseph Mon Kabila. souhait, c'est que, mon Merci. souhait, c'est que Manix retire que Kabila a travaillé, a participé aux assises d'élaboration de cette constitution. Kabila, c'est le là, moi, j'aurais système. voulu- Il avait ses envoyés. Kabila, c'est le Ah, Il avait ses système. envoyés. Mais l'UDPS aussi a participé. Merci, merci. L'UDPS merci. a participé Ça, c'était un grand à débat. l'élaboration Ça, de cette c'était constitution. un grand débat. J'ai lancé Donc, j'ai lancé un on défi. dédouane Kabila Merci. dans ça. Merci. Monsieur Delphin, à chaque fois, vous allez vous rendre compte, à chaque fois on cite ou on touche au biban de Joseph Kabila, vous allez voir le faux candidat, les sous-candidats à la merci de Joseph Kabila sortir. Monsieur Mouzitou, je l'assume, c'est Non. un produit de Joseph Kabila. Non. Moïse Katumbi, Non, un non, produit non, non, de non, Joseph non, non, Kabila. non, 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 non. Matata, un produit Non, non, non. de Joseph Mozito Kabila. n'est pas Et c'est un des produit. gens qui Mozito assurent n'est pas la un produit base de arrière Joseph des Kabila. intérêts de Joseph Kabila. Voilà pourquoi il est rétabli. Merci, non, merci, Monsieur merci. Delphin, S'il vous plaît, je vous vous donne la dis, parole. Mozito sort de l'école d'Antoine Kizenga. Et quand vous prenez la philosophie. Mais il a du été Palou- Premier ministre sous Kabila. Mais non, être Ouais, Premier il a ministre, quitté Antoine c'était Kizenga dans les pour accords Kabila. de gouvernance. Ok, merci. C'était selon les Alors- accords de gouvernance. alors, il nous reste- Mais dire que Mozito, c'est un produit du système Kabila, ça, moi, j'ai dit non. Gardez la Parce parole. que nous sortons d'une Merci. école de Kizenga, qui est l'école Lumumbiste. Mais aujourd'hui, Mozito n'est plus avec Kizenga. Alors, merci, gardez la Mais parole. c'est la pensée politique du patriarche Gardez la qui nous parole. anime. Gardez la jusqu'à parole. Et je sais que Mozito fait également des tribunes de réflexion concernant les social des Congolais et l'évolution économique. La situation économique des Congolais aujourd'hui, où en sommes-nous avec le peuple d'abord? Pensez-vous qu'il y a l'évolution? La photo du président, s'il vous plaît. Je vais vous dire, je vais vous répondre à deux volets. Ok. Au niveau des chiffres, il y a évolution. Ok. Au niveau social, du point de vue le pouvoir d'achat, il n'y a pas amélioration. Par contre, la situation ne fait que détériorer. Je rentre.
Aujourd'hui, nous avons un PIB de 62 milliards de dollars. Nous avons un budget de 16 milliards de dollars avec une pression fiscale de 27%. Au regard de ça, vous verrez que la croissance économique, aujourd'hui, nous en sommes à 8,5%. 2022. En 2021, la croissance était de 6,5%. Donc, ce qui montre vraiment qu'il y a croissance. Il y a eu vraiment croissance. Mais pour parler de l'économie, je pense qu'il faut voir les secteurs porteurs de croissance. Mais ici, je vais noter qu'il y a croissance, 8,5% de croissance économique, tout simplement, parce que nos minéraux, à un moment donné, avaient pris de l'ascenseur. Et aujourd'hui, la cour de métaux y a chute. Vous voyez, cette boom économique a fait que nous ayons mobilisé beaucoup d'argent, et voilà, on a un budget de 16 milliards de dollars. Mais maintenant, parlons économie. Je vais vous dire, mon cher ami, il faut, je l'ai toujours dit, et je l'ai toujours proposé, il faut un modèle économique adapté aux réalités de la RDC. La RDC aujourd'hui n'est pas un pays, n'est pas cité parmi les top 10 des pays forts économiquement en Afrique. Tout simplement parce que l'instabilité politique ne permet pas qu'il y ait croissance économique et que le pays soit porté ou le pays soit cité parmi les pays forts économiquement. Il n'y en a pas. Il n'y a pas moyen parce que vous avez l'instabilité politique. La crise politique récurrente nivelle l'économie de la République au bas de l'échelle. Et qu'aujourd'hui, M. Félix-Antoine Tshilombo et les gouvernements, dans le souci de booster notre économie, ils devaient faire asseoir leur politique dans les secteurs porteurs de croissance. Je cite l'agriculture. Il fallait que le gouvernement pense à industrialiser notre agriculture. La RDC, c'est un pays à vocation agricole. Si nous industrialisons notre agriculture, nous allons manger très bien, nous allons faire manger l'Afrique et il y aura boom économique. Deuxième secteur, c'est l'environnement. Et aujourd'hui, avec les crédits carbone, bon nombre de pays bénéficient beaucoup d'argent. Mais là encore, il faudrait qu'il y ait cet esprit managérial. Au niveau des concerts des nations, quand on se réunit, quand les nations se réunissent pour parler de l'écologie. Et la RDC, avec notre gouvernement, n'a pas une très bonne politique écologique adaptée. Vous voyez? Alors, moi je vais vous dire, je vous cite déjà les 5 pays puissants économiquement en Afrique. 5. Okay. Vous avez l'Afrique du Sud, vous avez l'Égypte, vous avez le Kenya, vous avez le Nigeria et enfin vous avez le Maroc. Kenya est là. Kenya, il y en a. Les grands Congo est absent. Pourquoi? Parce que les 5 pays, vous avez 56%. Le pays que je vous ai cité, il regorge 56% des hommes fortunés de l'Afrique. 90% de pays cités regorgent des milliardaires africains. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu une très bonne politique implémentée par ces pays au niveau de l'amélioration des climats des affaires, au niveau de la lutte contre la fraude, la corruption, le détournement.
Ce sont là Merci. les mots qui rongent notre pays. Merci. Alors, parce qu'on est vraiment à la fin, Monsieur Manix, la même question à vous. La situation sociale des Congolais est économique. Pensez-vous aujourd'hui, le peuple d'abord, c'est un mensonge d'État? D'abord, je considère cette expression, le peuple d'abord, comme un fil conducteur pour la gouvernance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis de deux, il vous souviendrait que le président Tshisekedi avait planté un décor en termes de paradigme de gestion de la chose publique de l'État. Et ces décors étaient répartis sous 4 axes. Premièrement, Tshisekedi a parlé de la création d'une société solidaire avec les valeurs de solidarité, fraternité, concorde et unité nationale, des valeurs qui doivent lutter contre les népotismes, le clientélisme, les tribalismes et les favoritismes que nous considérons comme des gangrènes qui infestent le fonctionnement normal de l'État. Des deux, le président Tshisekedi a parlé de la bonne gouvernance, tout en s'appuyant sur le levier de la lutte contre le gabegie financier, la concussion, le détournement et la corruption dans toutes ses formes. D'où la considération même de l'inspection générale des finances, qui est une sorte de police financière afin de faire la patrouille financière, récupérer le contrôle en amont afin d'arrêter l'hémorragie en termes de détournement. Et vous avez les résultats sur terrain. De 3, M. Tshisekedi a parlé d'une société avec le modèle du développement économique endogène, c'est-à-dire booster les secteurs économiques à partir de l'intérieur, accroître la production, stabiliser les climats d'affaires, mais aussi la température de la monnaie dans le marché d'échange, mais aussi créer de l'emploi. Et enfin, M. Tshisekedi a parlé de l'homme considéré comme au centre de sa préoccupation nationale. L'homme comme le premier chantier de son action gouvernementale. Tshisekedi est au pouvoir. Première action, c'est la gratuité de l'enseignement primaire. Et l'effectivité de ces programmes crée 2 conséquences positives. La première, c'est l'accès des enfants congolais au circuit de scolarité de base. Aujourd'hui, on parle en termes de nombre de 3 500 000 enfants qui ont accès au circuit de scolarité primaire. Deuxième conséquence positive, c'est la réduction sensible du taux d'analphabétisation parce que notre pays a été réputé le premier pays en termes d'analphabétisation dans notre pays parce que le programme de la gratuité de l'enseignement primaire permet aux enfants congolais d'apprendre à lire, écrire et de calculer. Il y a aussi le volet finance dans ce programme de la gratuité. C'est que les gens ne reviennent pas très souvent sur cet aspect-là. Parce qu'en réalité, l'enseignement partout au monde est toujours payant. Mais ici, le gouvernement congolais a récupéré la charge qui pesait autrefois sur le dos des parents. Et c'est aujourd'hui le gouvernement qui paye en termes des factures financières. Et vous savez, le coût pour la couverture de la gratuité sur toute l'étendue du territoire national. Le résultat, nous pouvons scruter les rapports des différentes tables rondes avec les experts de l'EPST. Deuxième secteur, c'est le secteur de la santé. Aujourd'hui, Tshisekedi est à pied d'œuvre pour l'effectivité de la santé universelle avec la gratuité des accouchements. C'est d'ici peu, ça sera matérialisé. C'est un premier volet. C'est un premier volet. Mais en termes d'infrastructures sanitaires, attention, il y a des centres de santé qui sont construits. Je reviendrai avec le résultat des 7 provinces qui ont bénéficié des infrastructures dans le cadre du programme de 145 territoire. Mais attendez, avant que vous abordiez cela. Laissez-moi continuer, c'est mon temps d'antenne. Laissez-moi continuer. Je vais vous dire, c'est un débat. Si vous pouvez parler de 33 zones de santé que le gouvernement avait mis de moyens, aujourd'hui on en est où? Vous qui faites l'apologie du pouvoir, mon cher ami. Merci. Monsieur Manix, continuez, c'est votre mot de la fin. Quand c'est vous qui parlez, vous ne faites pas l'apologie du pouvoir. Quand c'est moi qui étale les actions du président de la République, là, j'ai fait l'apologie du pouvoir. Je comprends que le bienfait de Tshisekedi vous dérange à une certaine mesure. Et donc, par rapport au programme du développement de 145 territoires, qui a touché 7 provinces jusque-là, on a construit au moins plus de 600 ouvrages. En termes de 300 et quelques écoles construites et terminées. Ok.
On a construit en termes de plus de 270 centres de santé dans les différents territoires de ces 7 provinces. Construit et terminé, les programmes sont là, les noms sont là, les noms des écoles et les images sont là. On reviendra Mais sur aussi, ça. il y a plus de 40 bâtiments administratifs pour abriter effectivement l'administration de nos territoires. Ça fait partie des actions qui entrent dans l'actif du président Tshisekedi. En ce qui concerne l'énergie, je prends le volet électricité. Aujourd'hui, le président Tshisekedi est en train de travailler sur le projet augmentation de capacité en termes Parlez-nous de pourcentage. Je parle de... à des Non, mais s'il vous certes- plaît, est-ce que vous pouvez me laisser finir? Non, mais vous parlez Est-ce que électricité, vous mais pouvez me laisser vous finir? parlez C'est un débat électricité. de tolérance. Je l'ai demandé au début de l'émission. Parce qu'il peut Soyez terminer. C'est son tolérants. mot de la fin qui termine seulement. Continuez, Parce monsieur que Manix. en termes, par exemple, de la fourniture en eau, vous savez, le central, l'Emba Imbu, À combien de s'il vous pourcents? plaît, mais ça produit, ça desservit à plus de 2 millions de citoyens quinois. L'Emba Imbu, consultez Non, les on données. ne parle Mais s'il pas vous de plaît, est-ce que vous- quinois. Est-ce que vous On ne mais parle oui, pas mais de c'est quinois. les Vous parlez Congolais. des certes. Moi, je voudrais que vous parliez en termes de pourcentage. Est-ce que je peux continuer? Mais Parce que continuez la avec liste, le elle est longue. pourcentage. Mais alors, restez calme. Une L'électricité, on ne Monsieur sait pas Claude combien, parce que Ngoma, je vais vous ne dire, les perturbez aujourd'hui, il y a pas. 17% de Ne la les population perturbez pas. congolaise qui sont desservis Il en vous donne les électricité. éléments, les réalisations du chef. non, Il il faut parle les laisser sur continuer. vol. Mais pourquoi vous voulez qu'il ne continue pas? Je voudrais que Continuez. M. Manix nous parle en termes de pourcentage pour quantifier l'action du président de la République. Ok. Merci, monsieur Manix. Vous voulez le faire? Alors, c'est votre modèle. Je peux continuer? Je vous en prie. Est-ce que vous êtes calme? Vous êtes à l'aise? Je vous en prie. Et donc, si je continue à citer les actions du président de la République, ne soyez pas titubés. Restez Au calme. moins parler. Parce qu'il y a des Parler gens en qui termes ont de besoin. pourcentage. Mais, non, mais ce n'est pas à vous de m'imposer un style dans Monsieur- mon narratif. Quand Monsieur même. Claude Ngoma, il faut Laissez-moi les vous laisser présenter parce que terminer. les choses que je suis en train de présenter, ce sont des choses Je vous ajoute réelles. 1 minute, c'est le mot de la fin. La SNCC, Hmm. cette société de transport congolaise, l'équivalent de la société Onatra dans la partie est de la République. Vous savez l'état dans lequel cette société s'est trouvée. Aujourd'hui, cette société a bénéficié au moins de 8 locomotives achetées par le fonds propre du gouvernement congolais. Ok. Je prends toujours le secteur du transport. C'est sous Tshisekedi qu'on a construit 2 aéroports internationaux. Un, c'est à Lualaba. Vous vous étonnez parce que vous ne le savez pas. Allez consulter la documentation et vous aurez des résultats. Au Lualaba, il y a un aéroport qui est construit. À Kisangani, il y a un aéroport qui est construit. Et on est en train de construire un autre aéroport à Mbujimaï. Dans le secteur de l'industrie, je ne parle pas de l'industrie automobile. C'est une grande marque de boostage d'industrie congolaise qu'on n'a jamais connue dans le temps. Je vous parlerai de la société de la fabrication de câbles électriques. Nous en avons 2, c'est sous Tshisekedi. Mais aussi la récente société qui a été inaugurée, la société de fabrication de carreaux. C'est une Avec société Julien Palouko. construite sous le régime Tshisekedi. Et il n'y a pas que société, parce qu'il faut aussi voir le volet création des emplois. Parce que les gens qui y travaillent, ce sont des Congolais qui trouvent de l'emploi. Infrastructure. Vous connaissez le nombre de routes que nous, sous le régime de Félix Tshisekedi, on a construit. Je ne voudrais même pas aller à Combien de l'intérieur. kilomètres? Non mais s'il vous plaît, je ne voudrais même pas aller à l'intérieur du pays. Restons ici à Kinshasa, là où vous et moi nous vivons. Vous connaissez l'état de la route Elengesa aujourd'hui. Combien de kilomètres? Vous connaissez, mais ces nombres de kilomètres-là, ça n'existait pas sous votre époque et sous l'époque de votre mentor Joseph Kabila. Vous connaissez l'état de la route Kimwenza aujourd'hui. Vous connaissez la route de l'université de Kinshasa aujourd'hui, du trafic vers le plateau de professeurs. Vous connaissez Wangata à côté. Pourquoi vous ne citerez pas ça? Je continue en termes des infrastructures. L'université de Kinshasa, autrement qualifiée la plus grande de l'Afrique centrale. Moi, j'y étais. Je connais l'état dans lequel les étudiants vivaient dans des homes. Lorsque j'ai vu le home sous Tshisekedi, je me suis dit, c'est possible de changer ces pays avec une volonté politique à la base. Vous qui connaissez bien l'UNIKIN. Parce que- on a construit, on a réhabilité combien Non de mais s'il ponts? vous plaît, est-ce que vous avez été à l'UNIKIN? Mais je vous dis- Si vous avez été à l'UNIKIN, vous savez ce que c'est le Home 40. Merci. C'est-à-dire les étudiants faisaient leurs besoins dans la brousse. Et aujourd'hui, les étudiants ont des bâtiments dignes de nom. Je ne reviens pas sur cette question de l'hôpital Mama Emo.
Est-ce que l'hôpital Mama Emo d'aujourd'hui, c'est l'hôpital Mama Emo d'hier? Non, quand vous dites hôpital Les Mama stades Emo- de Tata Non, Raphaël écoutez, d'aujourd'hui. écoutez, là, ça fait C'est les combien de stades de pavillons? Tata Raphaël d'hier? Ça fait combien de pavillons? C'est pas Mama Emo tout Pire entier. encore, vous parlez des pavillons, vous m'inspirez encore que c'est sous Oh là. Tshisekedi qu'on a réhabilité certains pavillons même dans la prison de Oh là Makala. là. Est-ce que les Makala d'aujourd'hui, c'est les Makala d'hier? Vraiment. Et vous voulez que Quel je vous parle maintenant du revirement. secteur des finances? Vous voulez que je vous parle du secteur de budget? Le budget d'aujourd'hui, c'est le budget d'hier. Les salaires des policiers d'aujourd'hui, c'est les salaires des policiers d'hier. Vous avez ajouté Les salaires des combien? fonctionnaires de l'État Avec d'aujourd'hui. quelle Non, mais- dotation? mais Avec qui- quels moyens mais logistiques qui de a cette parlé- police? Merci. Qui a parlé de l'amélioration Mais des conditions attendez, sociales? attendez. Merci. Vous avez quelle police? Merci. Par quel moyen logistique? Merci. Je veux vous Monsieur inviter Delphin, prochainement. La liste est Mettons, longue. moi je demande un plateau pareil, justement pour en découdre par rapport aux actions du chef de l'État. Il n'y a pas de problème. Face à face. Comme ça, on va en parler face à Merci, face merci. en termes de pourcentage et des kilomètres de route à Merci, construire. merci, je veux le faire. Merci, monsieur Manix Yenda, député de la rue. Merci d'avoir répondu Merci à notre beaucoup, monsieur invitation. Delphin. Merci également à monsieur Claude Ngoma, cadre du Nouvel Élan, parti cher à Mouzit, malgré il y a une révélation ici, Non. que c'est des sous-candidats. Ce sont des des Joseph sous-candidats. Kabila. Non, même Merci, pas. merci d'avoir répondu à Mouzit notre va invitation. battre Félix en décembre 2023. Félix Non, il faut dire que Mais Mouzit oui, je va vais vous battre dire. Kabila. Merci, C'est ça. merci à vous, Il va battre restez Kabila. fidèles Vous à soutenez nos le programmes. président de la République, Cette mais pour émission, quel la pro- rediffusion, c'est à 22h. Les internautes, laissez vos commentaires sur les liens. On saura quoi faire avec ces invités, mais je pense les inviter encore prochainement pour parler des réalisations du chef de l'État, ce que Tshisekedi a fait pour l'intérêt de la population. Car l'opposition dit que Tshisekedi n'a pas assez fait, la population elle est en train de souffrir. Manix dit le contraire. Merci, restez fidèles à nos programmes. Au revoir.